Rapprochez-vous de la nature avec Columbia. La marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées en conditions réelles depuis plus de 80 ans. Pour les passionnés d'aventure du monde entier. Columbia est fière d'accompagner à nouveau les baladeurs pour cette 6e saison. Les baladeurs. Récits d'aventure et de mésaventures en pleine nature. Un podcast du média Les Others. Rendez-vous sur notre site lesothers.com, lesothers.com, pour découvrir notre magazine papier, la carte méthode recto verso pour organiser vos aventures en France et tous nos autres formats. Maman aurait voulu que je sois un garçon pour me protéger. Sa vie et son métier lui avaient appris qu'être une femme est plus difficile qu'être un homme dans notre société. Les violences verbales et physiques, les injustices en raison de son sexe ont jalonné son parcours. Au fil de mes ascensions et de mes expériences, j'ai appris à analyser la place de la femme dans notre société patriarcale et les limites imposées à notre sexe. Je me suis frottée, malgré moi, à des questions nouvelles. Les quotas, les discriminations, les barrières mentales, les violences sexuelles. J'aurais préféré passer mon temps et mon énergie à lire des topos d'escalade et gravir les parois les plus raides de la planète, sans avoir à me poser de questions sur l'histoire du féminisme ou du patriarcat. J'ai été forcée de m'y confronter. C'est par ces mots que l'alpiniste Marion Poitevin introduit son premier livre, Briser le plafond de glace, publié chez Guérin-Paulsen en septembre 2022. Entre ces pages, on découvre le récit autobiographique d'une passionnée de montagne, qui veut grimper toujours plus haut, toujours plus fort, mais qui se trouve confrontée à un milieu presque exclusivement masculin, celui des guides, des gendarmes, du secours en montagne, du groupe d'élite d'alpinisme de l'armée. Une carrière hors du commun mais semée d'embûches, depuis les courtes randonnées d'adolescence jusqu'aux aventures lointaines et engagées, comme lors de sa première expédition avec le groupe militaire de haute montagne sur les hauteurs du Mukut Parbat en Inde. Épisode marquant et déclencheur de son envie par la suite de réduire les inégalités pour aider les femmes à s'épanouir en montagne. La première course que j'ai pu faire, donc c'était avec mon papa, la Pointe Isabella, et donc c'est dans le massif du Mont Blanc, depuis le refuge du Couvercle, on traverse le glacier du jardin de Talefre. Mon papa, il marchait vite, il avait une pédagogie, on va dire, de l'apprentissage, des sports en général, je l'ai surnommé marche ou crève. C'est-à-dire que lui, il faisait son truc, il marchait. S'il marchait pas à son rythme à lui, c'est-à-dire s'il marchait moins vite, ça le fatiguait, il aimait pas ralentir. Donc du coup, il marchait, et puis à toi de te débrouiller derrière. Et là, quand on est sur notre course en alpinisme, c'est ça, là, il part devant, il marche sur le glacier, la corde se tend, moi je galope derrière, et j'ai envie de faire bien, j'ai 15 ans, j'ai envie qu'il m'emmène faire d'autres courses, j'ai envie qu'il me fasse confiance, donc j'essaye de le suivre. Et puis, ce qui était chouette aussi par rapport à mon frère, quand on était plus petit, il faisait vraiment jamais de différence. Dans sa pédagogie marche ou crève, il y avait aussi un aspect chouette, c'était que le fait d'être une petite fille, c'était absolument pas une excuse pour marcher moins vite, avoir plus peur, être plus fatiguée. En fait, on s'en fichait, c'était même pas un sujet, quoi. Donc il fallait avancer, quoi. Voilà. Donc là, on est sur le glacier et je galope derrière, je le suis, c'est magnifique, il y a la pleine lune, donc on y voit presque comme un plein jour avec la neige, la glace tout autour de nous. On a nos crampons, le casque, le baudrier, la corde. On a enfin sorti tout ce matériel lourd qu'on a trimballé toute la première journée. Et là, le soleil se lève. Et à Chamonix, c'est magnifique parce que c'est réputé pour son granit un peu jaune-orange. Et là, c'est juste fabuleux. Enfin, t'as le ciel, il s'embrase. Et là, tu fais waouh. C'est quand même pas mal ce sport. Donc ça, c'était ma première course. Là, tu fais waouh, c'est trop beau. Les derniers mètres, donc là, je pratiquais déjà de l'escalade, donc je connaissais un petit peu les manips de corde et je savais utiliser la corde et les mousquetons. Et donc, pour aller jusqu'au sommet, donc vraiment la dernière partie, mon papa, il me dit, vas-y, passe devant. Il me laisse prendre le leadership de la cordée sur ma toute première course. J'arrive au sommet de la montagne.
Et autour de moi, il y a tout le massif du Mont Blanc qui s'étend. Et je vois plein de pics tout autour de moi et c'est juste fabuleux. Et donc dès ma première sortie, c'est vrai que je découvre le leadership tout de suite. C'est-à-dire que quand tu fais une belle course en montagne, c'est comme un bon cookie, quoi. C'est vraiment cool. Plein d'émotions, t'as l'effort, t'as l'adrénaline parfois aussi, t'as le paysage, enfin voilà, c'est vraiment un condensé de plein de choses, une course en alpinisme. Mais par contre, une course en leader, c'est comme un cookie mais avec des pépites de chocolat, voilà. Il y a un petit truc en plus où c'est toi qui as pris les décisions, c'est toi qui a décidé qu'on allait partir à telle heure, tel jour, et qu'on allait passer par tel endroit, et du coup, quand t'arrives au sommet, c'est vraiment grâce à toi, en tout cas, t'as, on va dire, un peu plus de mérite d'être arrivé jusque-là. C'est vraiment là où je me suis dit, non, là, je suis au bon endroit, au bon moment. Et quand t'arrives en haut, derrière, il y en a encore un paquet d'autres des montagnes. Et donc, du coup, j'arrive en haut, je me dis, non, il faut aussi que je fasse celle-là, et celle-là, et celle-là, et celle-là. Je pense que tu passes toute ta carrière d'alpiniste ensuite à courir après ces sensations, à retrouver cette première fois. Après, je suis ado, 16-17, donc je refais pas beaucoup. Je vais faire une belle course par an. Je vais me renseigner au club alpin français, au club CAF à côté de chez moi, de La Roche-Bonneville. Et à cette époque-là, c'est encore, on va dire, un peu vieux jeu, quoi. Il y a un monsieur qui m'accueille, qui pour moi est vieux, parce que quand t'as 15 ans, tous les adultes sont juste vieux, je sais pas quel âge il avait, sûrement un jeune retraité, et qui me dit non, mais bon, tu peux pas faire sortie alpiniste, faut d'abord que tu fasses l'escalade, après tu feras la randonnée. Après, mais je vous dis que j'ai déjà fait une course et j'ai envie d'apprendre, j'ai pas envie de faire de la randonnée avec bouteille de pinard, ça m'intéresse pas, moi je veux aller là-haut, je veux grimper. Non, du coup, je comprends que la petite nana là de 15 ans, elle est pas. Enfin, en tout cas. Je me sens pas accueillie et ils me font pas du tout confiance. Donc je galère un peu à trouver du monde, à pouvoir grimper, et c'est hyper frustrant. C'est toujours compliqué de trouver du monde avec qui aller en montagne, parce que déjà il y a cet aspect, on va dire, un peu élitiste. Il faut connaître déjà les techniques, il faut connaître les conditions, faut faire partie d'un petit cercle pour avoir les infos. Et on est on est très peu de femmes. Aujourd'hui, les chiffres, t'as moins de 2% de guides de haute montagne qui sont des femmes. T'as à peu près 1500 guides en France, t'en as 35 diplômés, 35 femmes diplômées, t'en as à peu près, je dirais, 20-25 femmes qui exercent à temps plein sur 1500 guides au total. Donc ça donne un peu une idée du nombre de femmes qu'il y a en haute montagne. Donc c'est vrai que comme il y a plus d'hommes qui pratiquent, il y a plus d'affinité entre eux. C'est pas qu'ils voulaient pas me proposer, ou si je leur proposais, ils étaient ok, hein. Mais voilà, ils y pensaient pas forcément à m'appeler, et puis moi j'osais pas forcément non plus, parce que c'était assez impressionnant ces groupes de mecs là, d'aller au milieu des groupes de mecs pour leur dire moi aussi j'aimerais bien venir un peu avec vous. C'est pas hyper évident. Et encore une fois, quand tu veux partir aussi avec d'autres alpinistes qui sont souvent des hommes, t'as ces clichés sexistes là qui sont quand même durs à s'en débarrasser. Les clichés sexistes du genre les femmes elles savent pas lire une carte, elles sont nulles en orientation, elles ont vite peur, elles font pipi tout le temps, elles sont moins fortes physiquement évidemment, donc elles vont pas tenir la distance. Ça c'est quand même des clichés sexistes qui sont qui ont vraiment la peau dure. Et t'as beau avoir montré que ça allait, t'avais la forme. Si t'avais la forme cette fois-ci, c'est que cette fois-ci ça allait. Mais du coup, on sait jamais pour la fois d'après. Il y a aussi un phénomène de cordée de séduction qui est pas évident à gérer quand t'es jeune ado. Et même jeune femme, cordée de séduction, du coup c'est un terme qui a été posé par Cécile Autogali-Mazzacavallo, qui est maîtresse de conférence à Lyon 1 sur la question de l'égalité homme-femme dans le sport, le sexisme dans le sport, et qui a écrit une thèse sur les femmes et l'alpinisme. Et elle parle de ce phénomène-là, c'est-à-dire que oui, il y avait des gars qui m'appelaient pour grimper, mais en fait ils voulaient pas faire que grimper. Bon, alors après, c'est ok, tu vois, il y a une fille, elle te plaît, t'as envie de passer du temps avec elle, tu l'appelles pour grimper, c'est ok. Mais par contre, se faire draguer quand t'es au relais, quand t'es au refuge, alors que tu vas partir, t'es dans des situations vulnérables, toi, tu vas partir pour une course où il va falloir que t'assures ta sécurité, t'es concentré sur ta performance, sur ta forme physique, et à ce moment-là, t'as pas envie de devoir gérer ce genre d'avance, de proposition, que tu sois d'accord ou pas, hein. C'est juste pas le moment, en fait. Appeler une nana
pour aller grimper, que tu as envie de draguer, passer du temps avec, c'est ok, mais tu fais ça après la course, ou bien avant la course, mais pas pendant la course. C'est vraiment pas très agréable, parce qu'encore une fois, moi je me sentais plus vulnérable, plus fatiguée physiquement, mentalement plus occupée, pas la tête à ça, quoi. Et puis en plus, quand ils se rendent compte que il y a pas moyen, du coup ils te rappellent plus pour grimper. Donc tu te sens pas vraiment valorisée pour tes compétences de grimpeuse. Et peut-être que toute cette période de frustration, de ne pas avoir pu aller grimper, ça a augmenté ma motivation. Et donc quand j'ai pu, plus tard, avoir les moyens de m'acheter un petit peu du matériel et avoir plus de temps et puis de gens autour de moi avec qui grimper, du coup j'étais au taquet et je faisais que ça. Je pensais qu'à ça de toute façon. C'était voilà, tu veux faire quoi demain? Grimper. Et hier t'as fait quoi? J'ai grimpé et là tu grimpes. Ok, d'accord. Et plus tard tu veux faire quoi? J'aimerais bien grimper, mais tu veux dire non mais comme métier? Oui, c'est ça que je suis en train de te dire. Mais c'est vrai que là je voyais absolument pas comment je pouvais avoir un métier où j'aurais j'imaginais pas une seconde que je pouvais être payée à grimper par exemple. Et à ce moment-là je suis encore à des années-lumière d'imaginer que cette profession existe dans l'armée française et la police nationale. À ce moment-là, j'ai 22 ans, je suis à Grenoble et il y avait une équipe nationale d'alpinistes jeunes, mixtes. Donc moi, je fais partie de la première promotion de l'ENAF, l'équipe nationale d'alpinisme féminin, en 2005. Et puis cette équipe nationale donc, a vraiment un objectif de niveau. Ça m'a permis de me faire remarquer par le groupe militaire de haute montagne. Alors ça, c'est un groupe d'élite de l'armée française. C'est vraiment la vitrine en matière de savoir-faire alpinistique et himalayiste. Ils ont fait des expéditions au pôle Nord, au pôle Sud, l'Everest sans oxygène. Ils ont fait pas mal de records dans différents domaines. Enfin, toujours l'alpinisme, l'himalayisme, les expéditions lointaines. Et là, le commandant, Thomas Faucheur, il se dit, mais depuis, on a été créé dans les années 80, le GMHM, il n'y a jamais eu de femme. Là, à ce moment-là, on est en 2008. Après tout, pourquoi pas donner sa chance à une femme? Il y avait un objectif d'égalité des genres dans le groupe. Il y avait un souci aussi de visibilité, communication, parce que ça intrigue, une femme dans un groupe d'élite comme ça. Et puis, sincèrement, il pensait que les femmes avaient toute leur place dans ce groupe d'élite. Et donc, il propose à toutes les filles du groupe de postuler. Moi, au premier coup, ça me fait quand même super peur de postuler à l'armée française. Moi, j'en avais une image hyper dure, hyper stricte, que des bonhommes, hyper patriarcale. Du coup, je me suis dit, waouh, ça va quand même pas être très rigolo, quoi, d'aller là-dedans. Et en plus, c'était quand même un groupe d'élite, donc c'était 10 alpinistes, militaires. Ça veut dire qu'il fallait que je m'engage, il fallait que je passe, que je devienne chasseur alpin. Donc c'était un peu flippant et je me suis dit j'aurais jamais le niveau technique déjà pour rattraper le niveau des alpinistes du moment. Et puis après je me disais mais je serais toute seule, en plus je serais la seule nana et tout, ça va être un peu rude quoi. Donc j'ai mis un petit moment à me motiver. À ce moment-là, j'ai une super amie qui s'appelait Karine Ruby et c'est elle qui me dit, donc elle, ancienne championne de snowboard, multiples coupes du monde, enfin voilà, gros mental, qui me dit non mais Marion, ils veulent prendre une femme. A priori t'es une femme et toi t'as super envie de faire de l'alpinisme, il y a que ça qui compte, faut que tu postules quoi, tu verras bien, au pire ça marche pas de raison qu'il y ait que des bonhommes qui en profitent. Et effectivement, donc là je bénéficie de discrimination positive, c'est-à-dire que je vais être prise, ils ont bien remarqué que j'avais un niveau technique qui était bien en deçà des garçons. Les meilleurs alpinistes hommes étaient bien loin du niveau des meilleurs alpinistes à femmes. Moi, je faisais partie des meilleures femmes, mais c'était encore loin des meilleurs hommes. Mais le Thomas Faucheur m'a vraiment assuré que il serait là pour m'aider à progresser, mettre des moyens matériels pour m'aider à progresser, ça allait m'équiper, me donner du temps pour m'entraîner, évidemment. En fait, ce serait mon job de m'entraîner. Et puis des partenaires de grimpe, les autres alpinistes du GMHM, etc. Donc là, je me dis, quand même, c'est une opportunité incroyable. Donc à ce moment-là, je rentre au groupe militaire de haute montagne. On est en novembre 2008. Il n'y a pas eu de femmes depuis les années 80 à la création. Donc là, finalement, j'ai réussi en fait. À ce moment-là, je suis alpiniste professionnelle. Donc là c'est fabuleux. Enfin, c'est aller au-delà de ce que j'ai imaginé. Enfin, puis à ce moment-là, j'ai que 23 ans, donc c'est arrivé très vite finalement. J'ai pas eu besoin de persévérer trop. C'était quand même plutôt chouette, quoi.
Donc à ce moment-là, j'étais persuadée que hommes et femmes, il n'y avait pas de différence professionnelle. Donc non, j'ai pas cette responsabilité d'être la première femme parce qu'en fait, je vois pas où est le problème, je vois pas où est la différence. Même si je sens bien que ouais, je vais être un petit peu mise à l'écart, un peu seule. Mais après, je m'entendais bien avec chaque alpiniste du GMHM. J'avais des bonnes discussions avec chacun d'entre eux. Mais non, j'ai vraiment, il y avait un côté naïf. J'ai pas vu venir le truc, quoi. Alors quand je suis au groupe militaire de haute montagne, donc nous le lundi matin, on se retrouve tous sur la place d'armes, on est en tenue, on a une veste rouge avec un écusson en soft shell, voilà, en matériaux techniques, on n'est pas en treillis. Donc à 8h, tu chantes la Marseillaise, il lève le drapeau et c'est bon, la semaine peut commencer. Réunion, et du coup on discute sur qu'est-ce qu'on va faire cette semaine, où est-ce qu'on va aller grimper, comment on s'entraîne cette semaine-là, est-ce qu'on axe plutôt sur l'escalade sportive, si c'est l'hiver, on va plutôt aller faire cascade de glace, si c'est le printemps, ski de couloir, remonter ski de couloir pour bien se mettre le foncier, puis si c'est l'été, on va plutôt enchaîner sur des grandes courses en montagne, et l'automne, on va préparer notre expédition annuelle en essayant d'être un peu original, de trouver des belles courses, des nouveaux challenges qui peuvent mettre en avant les compétences et le savoir-faire de l'armée en matière d'alpinisme. Notre expédition annuelle fait partie d'un challenge des 7 continents. L'idée, c'était de prendre un continent par discipline, et donc l'Himalaya pour la haute altitude. Donc là, on réfléchit sur qu'est-ce qu'on va faire pendant cette expédition, où est-ce qu'on va grimper, quelle ascension, voilà, trouver une voie un peu sympa pour montrer le savoir-faire du groupe en haute altitude. Donc on regarde différents sommets, il y a le Kamet qui sera réalisé quelques années plus tard. Et donc du coup on a visé un peu le sommet, le Moukout Parbat, le sommet culmine à 7150 mètres d'altitude. Voilà, on se dit qu'il y a une première équipe qui pourrait partir faire l'arête, une belle arête rocheuse qui n'a jamais été faite, et qu'au pire, on pourra faire un autre itinéraire qui avait déjà été réalisé par une équipe de Chinois. C'est une pente de neige, donc ça, c'était vraiment, si les conditions ne sont pas idéales pour faire cette belle arête, on peut tous faire la pente de neige et monter en haute altitude. À ce moment-là, il y a déjà la préparation du matériel. Donc on se demande, pour le camp de base, combien de tentes on va prendre, sachant qu'on a des tentes 2 places. Et là, c'est déjà intéressant, c'est que au moment de la préparation, donc celui qui doit prendre les tentes, on est 8 à partir. Donc, il vient nous voir et il nous dit du coup, comme on est 8, je prends 4 tentes. Voilà, 2 par tente. Moi, ça m'a pas choqué, lui non plus, la plupart des autres membres du GMHM non plus. À ce moment-là, c'est vrai que le nouveau chef, là, entre-temps, Thomas Faucher a dû être muté, il avait quitté le GMHM. Là, le nouveau chef, il fait un bond en disant non, il faut que Marion elle soit toute seule dans sa tente. Et du coup, je suis un petit peu surpris. Je me dis, pourquoi ? Naïvement, je voyais vraiment pas où était le problème. On sait jamais ce qui peut se passer. Il faut que tu aies ton intimité, il faut que tu sois tranquille. Je dis, mais je voyais vraiment toujours pas où il allait en venir. J'étais ouais, bon, d'accord, mais bon, c'est cool, ouais, comme ça je serais confortable, on va dire. Ce qu'il voulait dire à ce moment-là, le commandant, c'est que il était en train de me sexualiser, et il était en train de dire qu'éventuellement il pourrait y avoir une affaire amoureuse, sexuelle, entre moi et un autre alpiniste du GMHM. C'est Thomas Faucher qui m'a recruté à ce moment-là, c'était lui le commandant du GMHM. Et 3 mois après, il a été affecté dans une autre unité. Et donc, c'est ce nouveau commandant qui a pris la suite. Il était déjà au GMHM depuis 6 années, il avait une bonne expérience en montagne, il était en train de finir son diplôme de guide de haute montagne, mais il n'avait pas non plus un énorme niveau technique. Mais c'était pas grave parce que son rôle, c'était d'organiser les expéditions et puis de commander, en fait. Donc, on ne te demande pas de faire de la performance et des grosses réalisations. Et ce que je trouvais dommage, c'est qu'il comprenait pas, lui, pourquoi j'avais été recrutée. Il comprenait pas cet aspect donner sa chance aux femmes. Voilà, pour lui, j'étais là vraiment par discrimination positive, fallait que je fasse mes preuves. À la fois, il voyait pas pourquoi faudrait faire une différence parce que j'étais une femme. Donc à la fois, il voulait me traiter comme un alpiniste comme les autres, mais à la fois, il y arrivait pas. Mais entre autres, dans ses comportements ambigus, une fois on était dans le vestiaire et ce jour-là, on décide d'aller faire un footing. Donc je me change rapidement, je change mon t-shirt et j'enlève mon pantalon, je mets un short et je mets mes baskets pour aller courir. Et là, le commandant, il se change, puis au moment où il est en slip, il n'est pas en caleçon, non, il est en slip. J'ai bien pu identifier ce détail. Là, il commence à me parler, mais d'un truc qui est absolument pas urgent et pas important. Mais pourquoi il me parle au moment où il est en slip ? À ce moment-là, moi, j'ai trouvé ça. Je viens d'arriver au GMHM, je sais pas trop.
Il vient de prendre le commandement, parce qu'en plus c'est mon supérieur hiérarchique, enfin, c'est pas juste un collègue. Enfin, du coup, je sais pas trop comment me comporter, alors j'écoute ce qu'il a à me dire, j'essaye de regarder ailleurs, mais clairement, il voit bien que je suis gênée. Et alors c'est comme un maillot de bain, non? Ça te dérange? Ben non, mais là t'es pas en maillot de bain, là t'es en slip, et ouais, ça me gêne, et est-ce que tu peux pas t'habiller, puis après on va discuter. Enfin, c'était une série de petites anecdotes comme ça, de comportements très déplacés, et voilà, c'était très oppressant, très gênant. Il n'arrivait pas à faire abstraction du fait que j'étais une femme. Bon, alors peut-être que le fait aussi que j'avais 23, 24 ans, des grands yeux bleus, ça le perturbait. Je sais pas, bon, dans l'ensemble, je crois que de toute façon, toutes les femmes qu'il voyait, il avait envie de les draguer, quoi, pour voir. Donc là, après, on commence à prendre l'avion, on arrive à New Delhi. New Delhi, bim, tu prends le bus, tu vas dans fin fond des montagnes, là, tu commences à arriver en Himalaya, t'es en Inde, c'est un bazar pas possible. Donc tu dors dans les hôtels. Après, t'arrives, plus tu montes dans la montagne, moins l'hôtel il est confortable. Il faut que je sois toute seule dans ma chambre d'hôtel, tout le temps, à chaque fois, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, mais du coup, je suis tout le temps toute seule, en fait. Et après, les gars, ils sont 2 par chambre, mais du coup, quand ils vont faire des sorties, ils pensent pas forcément à me le dire, ou à quelle heure ils vont se retrouver pour le petit déjeuner, ou le repas, ou je me sens un peu seule, et puis le commandant, il a une attitude hyper ambiguë avec moi. Il s'assoit toujours en face de moi, il me raconte ses exploits quand il était soldat en bataillon chasseur alpin. Moi, je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, parce que j'y connais rien à l'armée, et puis j'étais pas là quand il y était, il a 15 ans de plus que moi. Il est marié, je n'ai aucun doute qu'il aime beaucoup sa femme et qu'il veut rien qui se passe entre nous. Je pense pas que ce soit son objectif profond, mais moi ça me met hyper à l'aise. À ce moment-là, j'ai 23 ans, et il est tout le temps en train de se mettre en avant, de raconter comment il est trop fort, alors qu'il est pas très impressionnant d'un point de vue alpinistique. Moi, j'ai grimpé bien plus fort que lui, et j'étais pas très à l'aise. Avant de partir en expo, il m'avait tenu des propos qui étaient quand même très dérangeant, et je l'avais partagé avec tous mes collègues, ça les avait fait rigoler, mais moi c'était gênant pour moi. Il m'avait tenu des propos du genre mais tu sais, les femmes elles viennent à l'armée, c'est juste pour se faire sauter. Moi, quand j'étais en opération extérieure, j'ai envoyé des choses étonnantes. Enfin, t'as de la chance d'être la seule, ça te laisse l'embarras du choix. Moi, j'aimerais bien être le seul homme. Donc on arrive, on prend le bus, on arrive au dernier village, puis après on marche un petit peu, mais le trek pour aller au camp de base il est assez court, il se fait dans la journée. C'est l'automne, les expéditions himalayennes c'est souvent l'automne avant la mousson. Là on est au mois de septembre, il commence à y avoir les couleurs d'automne. Il y a les feuillus jusqu'à une certaine altitude, après ça va être l'herbe rase qui va commencer à virer au jaune, et ensuite au-dessus, c'est juste que ça dure plus longtemps. toute la partie rocher et glacier, elle monte beaucoup plus haut que chez nous, qui s'arrête à 4810 mètres. À savoir que comme c'est pas tout à fait la même latitude, les glaciers sont quand même plus hauts. Nous, le camp de base, il était à 4810 mètres d'altitude, donc c'est l'altitude du sommet du Mont Blanc. On était sur la moraine. Voilà, alors que chez nous, dans nos latitudes, on serait du coup sur un plateau glaciaire. Là, on installe le camp de base, il y a un peu de la neige, donc du coup, moi à ce moment-là, je suis malade. Voilà, ça arrive de temps en temps dans les expés. Normalement, ça tourne, hein, c'est au moins chacun une fois. Ouais, je sais pas, j'ai mangé un truc qui est pas passé du tout, donc là, à ce moment-là, je suis en PLS, là, sous un rocher à l'ombre. Il fait assez chaud. Il y a de la neige, il est tombé 20-30 cm de neige, mais il fait quand même assez chaud, donc on pèlte la neige, et puis pour pouvoir, moi je fais rien du coup, pour pouvoir poser la tente à même le sol. Donc là c'est pas très, de nouveau j'ai du mal à trouver ma place, et bon là je suis vraiment malade, et puis du coup je peux pas pelleter, mais moi je leur ai rien demandé, je leur vous posez ma tente, puis je verrai plus tard si je veux pelleter, la mettre à même le sol ou pas. Et finalement le commandant il décide qu'il faut pelleter, il faut absolument mettre la tente de Marion au sol, puis plus tard on va me reprocher d'avoir rien fait. Oui, oui, à ce moment-là je pouvais pas rien faire, je pouvais rien faire, à ce moment je suis malade. Donc après, on commence à s'organiser pour faire les sommets d'acclimatation. Il y a la première équipe qui part pour un sommet d'acclimate. Moi, je suis avec le commandant et un autre alpiniste. On part pour un autre sommet. Et là, de nouveau, l'ambiance, elle est quand même pas très, très agréable. Donc là, on a mis nos grosses chaussures, on a les crampons dans le sac, on va monter à 6000 mètres, voir un peu ce que ça donne. Et en fait, l'acclimatation, c'est ça. Tu montes un petit coup en altitude, tu redescends en camp de base, tu te reposes, tu remontes un peu plus haut, tu redescends en camp de base, tu te reposes, et après, tu attends une belle fenêtre météo et tu fais un push jusqu'au sommet, là, le summit push. Voilà, tu vas au sommet.
Donc là, premier sommet d'acclimate, c'est vrai que le matin, je suis encore un peu malade, donc je vais pas hyper vite. Mais bon, voilà, il y a l'autre alpiniste qui est très sensible au froid, qui traîne un petit peu derrière. Puis dès qu'il y a le soleil, c'est vrai qu'il va mieux. Le troisième alpiniste, c'est bim bim, il va au sommet, tout ça. Et il commence à me surnommer la limace. Alors Marion, tu fais ta limace ? Non, voilà, je marche, je veux dire, tout va bien, on n'est pas pressé, le soleil vient de se lever, on arrive au sommet, tout va bien là. Je réponds pas, là je suis quand même dans une situation un peu vulnérable, t'es fatigué, t'es en train de gérer ta sécurité, t'es dans une pente de glace avec les crampons, etc. À la redescente, il y a une pente de neige, une pente de glace un peu plus raide, et le troisième, donc celui qui m'appelait la limace, il a décidé c'est lui qui a les broches à glace dans son sac à dos, mais il a décidé que c'était facile et il a descendu toute la pente de glace, tout seul, hyper vite. Et moi, je suis pas très à l'aise, un petit fatiguée par l'altitude, et mes chaussures de haute altitude, je les avais prises grandes parce qu'on m'a dit il faut faire attention, sinon tu peux te geler les pieds. Mais en fait, elles étaient trop grandes et je savais pas, mais à l'intérieur, il y avait un scratch que tu peux serrer. Mais ça, c'est le genre de petits détails que tu peux avoir quand quand tu partages ta tente avec quelqu'un. Ça, c'est le genre de détail que tu peux échanger avec quelqu'un, parce que tu parles pas de tes chaussures d'alpiniste comme ça au petit déjeuner, quoi. Moi, j'appelle ça l'effet vestiaire, que j'ai pu aussi, on va dire, ressentir par la suite. C'est-à-dire que moi, j'avais mon vestiaire toute seule dans mon coin, dans ma tente, et les gars, ils avaient leur vestiaire entre eux. Mais en fait, il y a plein d'infos, c'est comme la pause café. Il y a plein d'infos qui passent au vestiaire. Parce qu'ils sont pas que en train de se changer, ils parlent aussi des conditions du moment, de ce qu'ils ont fait la veille, de comment va la famille, et comment tu règles tes chaussures, et tiens, cette petite astuce avec le mousqueton, t'as déjà vu ça, mais moi je suis toute seule dans mon vestiaire, et je rate plein d'infos. C'est pas très cool à ce moment-là. Heureusement, il y a le commandant qui est resté avec moi, et qui va m'aider, qui va planter ses 2 piolets, qui va mettre un petit bout de corde, et qui va m'assurer pour que je puisse descendre la pente de glace. On revient au camp de base, bon voilà, super, on a fait un petit sommet, etc. Et puis là, il y a un des alpinistes qui commence à se sentir pas très bien, il commence à faire un mal aigu des montagnes. Ça veut dire que tu peux faire un œdème pulmonaire, un œdème cérébral. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver en haute altitude. Il est décidé qu'il faut qu'il redescende en altitude et qu'il s'en aille, qu'il aille plus bas en altitude pour récupérer. Donc le médecin va partir avec lui. Et donc à ce moment-là, on se retrouve donc 7 moins le médecin. Ouais, c'est ça. On est 7 alpinistes. Mais à ce moment-là, je me rends compte que, moi je suis toute seule dans ma tente. Et en fait, je me rends compte que à ces altitudes-là, donc à ce moment-là, on est au sommet du Mont Blanc, 4810 mètres, c'est l'altitude du camp de base. En fait, une des règles de sécurité de base, c'est de ne pas dormir seul dans sa tente à ces altitudes-là, parce que c'est dans la nuit que tu peux avoir les premiers symptômes, commencer à t'étouffer, être pas très bien. Et ok, les autres tentes sont pas très loin, mais enfin bon, si le pote il est à côté de toi et qui peut déjà t'aider à prévenir les premiers symptômes, c'est quand même beaucoup plus sécurité. Donc là, ça nous met quand même un petit coup, donc on réfléchit, est-ce qu'on continue l'expédition, qu'est-ce qu'on en pense, etc. Oui, bon, on peut aussi avoir des conseils médicaux à distance, on a quand même tout le matériel médical du médecin, même si on sait pas faire tous les gestes, on a quand même tous ses médocs, on a tout son matos, donc on se dit qu'on continue l'expédition. Là, il y a un autre alpiniste qui commence à avoir une toux. Enfin, il la traînait depuis longtemps, et là, ça s'arrange pas, en fait, avec l'altitude. Donc il décide, cet alpiniste, de redescendre 2 jours plus bas dans le village. Donc lui, il annonce, voilà, moi il faut que je redescende 2 jours parce que là je me sens pas bien, ma toux ça s'arrange pas, il faut que j'aille me reposer vraiment, correctement, avant d'aller faire le Summit Push. Et là, du coup, descendre 2 jours, ça veut dire se fatiguer, et ça veut dire perdre aussi du temps d'acclimatation, parce qu'on redescend en altitude. Clairement, on se dit tous ensemble, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille avec lui, on va pas le laisser descendre tout seul. Et là, y a un grand silence qui s'installe autour de la table, mais qui descend avec lui, sachant que ça va diminuer, enfin on s'imagine que ça va diminuer tes chances d'atteindre le sommet, enfin d'être vraiment prêt pour le sommet. Et là, personne parle, mais tout le monde me regarde, je sens quand même peser sur moi ce poids et cette responsabilité de toi Marion, t'as qu'à y aller. Donc du coup je me propose, on va dire on m'a pas forcé, on m'a pas obligé, mais je me propose parce que je vois bien que c'est clair dans la tête de tout le monde que s'il y a quelqu'un qui a quand même le moins de chance d'aller au sommet, c'était moi. Moi je faisais pas partie de l'équipe A pour tenter l'arête rocheuse la plus difficile, j'étais dans l'équipe B, donc voilà, je sens que voilà, il est un peu clair dans la tête de tout le monde que la personne qui a le moins de chance d'aller au sommet, ça va être Marion, donc je me propose pour redescendre avec cette personne. On redescend jusqu'au village le plus proche, on reste une nuit à l'hôtel en bas, on remonte, je pense que je suis mieux reposée quand je remonte.
Donc finalement, c'était un mal pour un bien. Je me suis sentie, on va dire, mise de côté. On est parti du principe que de toute façon, j'avais pas le potentiel d'aller au sommet, voilà, que j'étais pas indispensable à l'expédition. Ouais, bref. Du coup, on est remonté. Et puis, donc là, on attend le créneau météo pour que l'équipe A puisse tenter cette course plus extrême. Et puis du coup, à ce moment-là, quand même, je demande au commandant, je dis, mais alors, nous, on fait quoi pendant ce temps-là? On les regarde grimper, on reste au camp de base? Il me dit, bah oui. Je dis, comment ça? Moi, je suis pas venue jusque-là en Himalaya pour les regarder grimper, en fait. Il me dit, non, mais on pourra faire un truc à côté, une bosse et tout. Donc là, à ce moment-là, je commence vraiment à réaliser que je suis dans l'équipe B et qu'il va rien se passer. Donc je suis hyper frustrée. Et heureusement, il n'y a pas de créneau météo. Donc ils peuvent pas partir pour leur arête plus compliquée. Donc on décide de tous monter par la voie la plus facile à 7150 mètres d'altitude. Donc on va pas faire le sommet, vraiment le sommet principal du Moukout Parbat, on va faire le Moukout Est. Là, je suis super contente, je refais mon sac. On prend une petite tente, donc pour l'altitude, il faut une tente monoparoi, c'est une tente encore plus petite, tout est vraiment serré comme des sardines, tellement serré qu'il y en a, tu mets chacun la tête d'un côté, tu dors en quinconce. Donc on commence à remonter le glacier, à monter dans la pente. Donc là c'est difficile quoi, parce que faut faire la trace dans la neige. Et là, on commence vraiment à ressortir à l'altitude. Donc à ce moment-là, on attaque la première pente là. Donc voilà, il y en a quelques-uns qui sont plus foncés que d'autres, qui vont passer plus devant, faire la trace. J'essaye de gérer ma forme. Enfin voilà, je suis clairement pas dans l'équipe de tête pour une première ascension. Voilà, j'essaye dessus, mais je suis bien le groupe. Je suis assez contente de moi. On arrive à un premier replat, on décide de poser la tente et le lendemain, on va faire le sommet. À ce moment-là, on a une vue superbe sur le plateau tibétain, de l'autre côté, donc c'est une grande plaine, ça part à l'infini, il n'y a rien. T'as le Kamet, qui est un sommet assez massif, juste à côté, un gros 7000, et on devine le camp de base tout au bout de la moraine, hyper loin, et c'est toujours impressionnant après coup, quand tu regardes ce que t'as parcouru, ça semble toujours hyper loin. Donc voilà, il est décidé que, par contre, pour la mini-tente d'altitude, je vais dormir avec le commandant. Le seul qui me sexualise, quoi, en gros, dans le groupe, mais comme les autres, ils n'ont pas non plus super envie de dormir avec lui. Il me laisse un peu toute seule avec lui dans la tente en altitude. Et donc là, on pose ma petite tente, la petite tente à sardines, là, monoparoi, toute fine, mais suffisante pour l'altitude. À ce moment-là, on est à presque 7000 mètres d'altitude. Moi, je suis allongée dans mon duvet. Je suis en train de me demander, est-ce que c'est bon, est-ce que j'ai fait pipi, est-ce que je vais pas avoir froid, est-ce que je vais pas avoir chaud, est-ce que ça va aller la nuit avec l'altitude. Enfin, il y a toujours un peu cette ombre du collègue là qui avait fait son MAM quand même. Est-ce que ça va aller? Donc je suis un peu inquiète de tout ça. Et là, le commandant, il n'était pas sur la même problématique que moi à ce moment-là, parce qu'il me dit non mais t'hésites pas, si t'as froid, tu pourras te serrer contre moi. Alors là, j'ai jamais eu aussi chaud de toute l'expédition. Cette nuit-là, j'ai pas eu froid. Mais j'ai trouvé sa remarque hyper déplacée. Je me serrais contre lui, mais j'ai même pas osé imaginer à quoi il pensait. La tente était si petite que de toute façon on était déjà serrés collés, donc il n'y avait vraiment pas besoin de rajouter cette précision. Enfin moi ça me met super mal à l'aise, du coup là je suis dans mon duvet, je me tends, je me dis oh là là, j'espère qu'il va pas avoir froid lui, parce que ça veut dire qu'il va se coller contre moi, j'ai pas forcément très envie. Ça me met super mal à l'aise, je suis à 7000 mètres et le lendemain on va monter à 7150 mètres d'altitude, ça va quand même être la grosse journée. Le lendemain, donc c'est superbe, le soleil se lève, c'est magnifique, il y a le Kamet en face de nous qui est énorme, un gros sommet que des alpinistes du GMHM vont pouvoir gravir plus tard et être nominés au Piolet d'Or pour une belle ascension. Et on arrive tous au sommet, finalement on fait la belle photo du sommet, drapeau français, blablabla, et puis on redescend, puis la descente c'est plutôt rigolo parce que on peut descendre sur les fesses en glissade comme une luge. Et on arrive à notre petite tente de boîte à sardines, on la replie, et puis on continue notre descente. Donc là, ça va assez vite, quoi, de descendre des traces dans la neige. C'est assez impressionnant. À un moment, on arrive donc au fond de la vallée. Enfin, vraiment, on arrive plus ou moins sur le replat, sur la moraine. Et là, il y a une avalanche qui part du Kamet. Et c'est hyper impressionnant, parce qu'encore une fois, c'est des énormes montagnes. Là, on continue de descendre la moraine. Bon, on est un peu fatigué par notre ascension, et puis il y a cet alpiniste là qui était un peu
fatigué par la haute altitude. Monsieur Limace se permet de lui dire bah alors, tu vas pas faire ta limace comme Marion, parce qu'effectivement, il était un peu derrière. Là, je me suis énervée. Mais à ce moment-là, ce qui me frustre, c'est qu'il n'y a aucun autre alpiniste qui relève et qui dit bah quand même, c'est pas très cool, quoi. Et donc là, c'est à moi, toute seule, d'aller le voir et de m'énerver, de lui dire non mais t'arrêtes de m'appeler comme ça se fait pas. Et c'était encore un petit truc en plus, qui faisait que je n'arrivais pas à trouver ma place dans cette expédition. L'ambiance, en général, c'était assez pesant. C'était ma première expédition. Je me dis, bon, bah, au fur et à mesure, peut-être que ça ira mieux, quoi. On retourne au camp de base. Et là, en fait, il faut qu'on se dépêche de plier le camp et de redescendre parce que la fenêtre météo arrive à sa fin. Et derrière, c'est gros mauvais qui arrive. Ce qui est intéressant, c'est que ce soir, là, à la redescente de notre sommet, ça va être la pleine lune. Et les anciens, en France, ils disent changement de lune, changement de temps. T'as la lune croissante, ensuite tu peux avoir la pleine lune, et si à ce moment-là il fait mauvais, ça veut dire que pendant toute la lune décroissante, il va faire mauvais. Donc après, retour marche arrière, on refait l'hôtel, toute seule dans ta chambre, on refait le commandant qui te raconte ses exploits, on refait le bus, on refait l'hôtel, bus, hôtel, bus, on arrive à New Delhi. Et puis à ce moment-là, moi je suis un petit peu plus réceptive, on va dire, à l'environnement, un peu plus envie de faire du tourisme. Voilà, l'expédition est passée, on a fait notre sommet, un peu plus envie de visiter. À ce moment-là, on est jeudi ou vendredi, je crois, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement, mais les gars, là, quelques-uns sont papas, ils se disent, ce serait cool si on pouvait avancer les billets d'avion d'une semaine, comme ça, nous, on rentre pour le week-end, on en profite un peu, on voit les gamins, pourquoi pas. Moi, j'étais pas vraiment pressée. Là, j'ai 23 ans, du coup, je suis plutôt là, moi, j'ai bien envie de rester une semaine, mais c'est pas grave, je reste une semaine toute seule, il y a pas de souci, je vais me balader, je vais à New Delhi, je fais ma vie, il y a pas de problème. Et le commandant, il propose de rester avec moi une semaine de plus pour faire du tourisme à New Delhi. On peut les laisser rentrer et rester tous les deux pour visiter. Moi, j'ai pas de famille, je suis pas pressé. Bah non, j'en avais déjà assez soupé. Donc là, l'idée de rester une semaine avec lui à New Delhi, non, c'était juste... c'était une blague. Donc j'ai dit que j'allais rentrer avec les gars et ce serait très bien comme ça. Tout ça, tous ces comportements, moi je m'en étais jamais caché. Enfin, il n'y a pas de buzz dans le livre quand je raconte. Mais c'est juste que c'était normalisé par mes collègues, par les autres gens autour de moi. Et j'étais incapable à ce moment-là, j'ai 23, 24 ans, je suis incapable de mettre le mot harcèlement sexuel sur ce genre de comportement. Parce que pour moi, le harcèlement sexuel, c'était plus grave. Il fallait se prendre des mains aux fesses, il fallait se faire coller contre la photocopieuse. Et en fait, aujourd'hui, c'est écrit dans le code pénal que des propos suffisent qui mettent mal à l'aise la victime. Et même... ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il n'y a même plus une notion de répétition. Ça veut dire que si dans un même groupe, chaque personne tient un propos à connotation sexuelle qui met mal à l'aise la personne, ça suffit de dire juste une fois, en fait, ça suffit d'être accusé de harcèlement sexuel parce qu'il y a un phénomène de groupe qui va s'installer. Là, il y avait plus ou moins un phénomène de groupe parce que tous les autres alpinistes, ils l'ont vu, en tout cas, je leur ai raconté, et ils ont bien vu à l'hôtel à chaque fois comment ils se mettaient en face de moi pour me raconter ses exploits, comment ils voulaient pas qu'il y ait quelqu'un dans ma tente, comment ils avaient bien vu qu'il y avait un truc. Pour autant, personne n'a réagi, personne n'était non plus capable de mettre ce mot-là sur ce genre de comportement. Peu de temps avant, moi j'avais dit à ma maman qui me disait attention, si tu veux travailler dans le sport, passe des diplômes, il y a que les diplômes qui comptent, de toute façon tu seras jamais crédible, etc. Mais moi à ce moment-là, je lui avais dit non mais maman, c'est bon, le sexisme c'est fini, c'était à ton époque. Nous on a gagné tous les combats, tous les grands combats. On a gagné le droit de vote, le droit à l'avortement, c'est bon, on a tout. On peut rien demander de plus. Donc c'est bon, détends-toi, ça va, nous les femmes aujourd'hui on peut faire tout ce qu'on veut. Donc à ce moment-là, à 18 ans, j'étais persuadée que hommes et femmes, il n'y avait pas de différence professionnelle. Bon, je vais apprendre au cours de tout au long de mon parcours, 15 ans plus tard, que c'est pas tout à fait le cas. Les inégalités salariales, le harcèlement moral et sexuel dans le monde du travail, et ensuite pendant la grossesse, la mise au placard, la perte de sponsors matériels. Et puis au fur et à mesure, il y a eu le cyberféminisme, ça s'appelle, c'est cette quatrième vague de féminisme et qui utilise beaucoup les réseaux sociaux pour échanger les informations, les témoignages, les articles, et ça m'a beaucoup aidé à prendre conscience des inégalités qui existaient hommes-femmes dans notre société, dans le monde du travail, dans différents domaines. Et ça m'a permis de me dire en fait c'est pas toi, Marion Poitevin, qui est pas assez sympa, pas assez compétente, ou pas assez ci ou pas assez ça. Si t'as parfois tu ressens des inégalités, en fait ça te dépasse complètement, c'est un problème de société. T'es pas responsable toi, Marion Poitevin. Et ça m'avait déjà fait vachement de bien de réaliser tout ça.
Aujourd'hui, la place des femmes dans l'alpinisme, dans les sports de montagne, ça progresse. Hein. Déjà, il y a beaucoup de femmes. Il y a 40% d'adhérentes dans les fédérations, FFIAM, FFME. Les femmes, elles aiment être en montagne, elles ont envie d'être en montagne. C'est déjà un effort physique qui est adapté à notre physiologie. C'est quand même important de le rappeler. Physiologiquement, les femmes sont faites pour les efforts longs. Et puis l'alpinisme, c'est complexe. Il y a beaucoup de savoir-faire, il y a beaucoup de connaissances. C'est tout un ensemble de savoir-faire qui sont largement accessibles aux femmes. Donc les sports de montagne sont faits pour les femmes, c'est un peu la base, mais pendant de le rappeler, ça n'a pas été toujours évident au cours de l'histoire de l'alpinisme. Ça progresse, mais ça progressera toujours trop doucement, évidemment, hein, mais il y a de plus en plus de femmes qui sont réellement intéressées par le haut niveau. Moi, je suis la 17e femme guide d'Os Montagne. La première, c'était 1983, Martine Roland. Il a fallu 30 ans pour faire les 15 premières femmes guides, et il a fallu 7 ans pour faire les 15 suivantes. Aujourd'hui, il y en a à peu près 35. Donc c'est cool, ça veut dire que ça va 3 fois plus vite, quoi. Mais même 3 fois plus vite, 0 fois 0, ça fait quand même pas beaucoup, hein. Quand Charlie m'a contacté pour écrire le bouquin, en fait, mon bouquin, il était déjà écrit dans ma tête. Pour moi, c'était clair. Il y avait plein de trucs qu'il fallait que je partage et que je parle. Et j'utilisais les réseaux sociaux déjà pour le faire. Mais là, Charlie m'a donné une super opportunité en allant plus loin et en mettant ça sur papier. Alors évidemment, ça plaît pas à tout le monde, hein. Je traverse des moments pas hyper agréables, hein, parce que forcément, j'essaye de bouger un petit peu les lignes du monde de l'alpinisme et ça plaît pas forcément à tout le monde. C'est pas toujours très très cool. Mais non, le livre était déjà écrit dans ma tête. Par contre, ce qui est bien, c'est que ce qui est agréable, le fait d'écrire le livre, c'est que c'est du coup, comme c'était tout dans ma tête, maintenant ça l'est plus. Et je me sens quand même plus légère. C'est bon, c'est écrit sur le papier, c'est fait. Donc ça m'a un peu, pas aidé dans ma réflexion, mais allégé, voilà. Avec son livre, Marion Poitevin vise à inspirer les nouvelles générations de femmes en montagne, pour les aider à briser le plafond de verre et à affirmer leur place dans le monde de l'alpinisme et dans la société en général. Elle prolonge son combat en présidant l'association Lead the Climb, un club alpin qui propose des stages de formation à l'autonomie et au leadership dans les sports de montagne réservés aux femmes. Merci à elle pour son témoignage et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Les Baladeurs est un podcast du média Les Others. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir, assisté par Nicolas Alberti. Cette histoire a été présentée par Clément Saccard et montée par Chloé Vibo. La musique originale a été composée par Nicolas Deferrand et le mixage a été assuré par Antoine Martin. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle aventure. À très bientôt.